Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 32 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Prisca Perani. Bonjour Prisca. Bonjour. Alors Prisca, vous allez aujourd'hui donc nous présenter la série American Crime Story, The People vs O.J. Simpson. Mais avant de rentrer dans la série elle-même, comme il est maintenant de tradition, je présente mon intervenante du jour. Alors Prisca, vous êtes agrégée d'anglais, vous enseignez notamment la civilisation américaine à l'UFR de lettres et sciences humaines de l'Université de Rennes Champagne-Ardenne. Dans vos cours, vous efforcez essentiellement de mêler histoire et société contemporaine et en particulier, vous aimez traiter avec vos étudiants la culture populaire qui vient vous expliquer comment elle fonctionne avec ces systèmes de représentation. Alors, vous avez choisi, en résonance, j'allais dire, avec l'actualité, au moment où on enregistre, on est vers le mi-juin, une série qui traite d'un des très grands procès du XXe siècle américain, qui est donc le procès d'O.J. Simpson, et cela rentre en résonance avec les événements raciaux qu'il y a aux États-Unis à l'heure actuelle. Alors, pour commencer, Prisca, peut-être pourriez-vous présenter cette série pour ceux qui ne la connaîtraient pas? Oui, alors, c'est une série qui a un titre un petit peu à rallonge, hein, comme vous l'avez vu. Ça a été appelé en français l'affaire O.J. Simpson pour raccourcir. Peut-être pour expliquer un petit peu le concept, parce que ça s'appelle American Crime Story, The People versus O.J. Simpson. L'idée, c'est que c'est une série d'anthologie, un petit peu sur la mode des American Horror Story, qui ont été créés par Ryan Murphy, hein, qui est aussi derrière American Crime Story, où chaque saison en fait est complètement indépendante des autres saisons, donc on peut regarder une seule saison sans avoir besoin de regarder les autres. D'où le American Horror Story Roanoke par exemple. Donc ici, l'idée c'était de prendre un petit peu le même modèle de la série d'anthologie pour cette fois-ci traiter de ce qu'on appelle du true crime ou des faits divers américains qui ont un petit peu défrayé la chronique. Donc, American Crime Story, The People versus O.J. Simpson, était la première saison de cette série. Par la suite, il y a eu une seule deuxième saison pour l'instant qui portait sur l'assassinat de Gianni Versace. On attend depuis plusieurs années une troisième saison qui ne vient pas. En tout cas, donc American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson est sorti en 2016, au printemps 2016 sur la chaîne FX. On est à cette époque-là également un petit peu. Alors déjà, on est en pleine campagne électorale. Hein, la figure de Trump commence à se montrer, même si à l'époque c'était pas encore une candidature très crédible. Nous avons été bien démentis depuis. On est aussi surtout en plein mouvement également Black Lives Matter. Black Lives Matter, ça démarre en 2014 avec 2013 en fait. Ça devient important en 2014 avec les événements de Ferguson. En 2016, ça reste, il n'y a pas une actu particulière sur Black Lives Matter, mais c'est un espèce de bruit de fond constant. Et on l'a vu d'ailleurs, puisqu'en ce moment, ça a explosé de façon très très importante. Donc, ça me semble important de spécifier ce contexte parce que on va voir que ça a un lien avec l'angle aussi qui a été choisi par les créateurs de la série. Alors, si je peux dire peut-être ensuite quelques mots des créateurs et puis aussi peut-être pourquoi ce choix de traiter du true crime, d'un fait divers. Alors, c'est une série, on pourrait dire un petit peu de vétéran, hein, puisque alors il y a Ryan Murphy à la manœuvre derrière, même si pour une fois il n'est ni créateur ni scénariste, mais il est à la production. Alors Ryan Murphy, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu des séries. Il est derrière Nip Tuck, Glee, donc les American Horror Story plus récemment. Il est derrière Pose, qui a été traité, je crois, par un de vos intervenants. Encore plus récemment, il y a eu la série Hollywood, qui est disponible sur Netflix.
Donc, il a travaillé avec ses coproducteurs habituels, mais cette fois-ci, c'est une série donc, qui est écrite par d'autres. Deux scénaristes qui sont des vétérans de Hollywood aussi, Scott Alexander et Larry Karaszewski, qui ont écrit les scénarios de Larry Flint, de Man on the Moon, de Ed Wood, donc des noms assez reconnus à Hollywood, et qui ont travaillé par contre à partir d'un livre, un livre écrit par un journaliste qui s'appelle Jeffrey Toobin et qui avait écrit donc déjà un livre en 97 sur cette affaire O.J. Simpson. Donc on a des gros noms derrière tout ça. Ce qui est intéressant aussi, parce que Ryan Murphy, il a tendance à être connu pour des séries un petit peu qui ont un côté souvent un petit peu extravagant, un petit peu voire parfois un peu grand guignol, hein. Je pense à American Horror Story qui a ce côté-là. Et ici, on va être donc dans du true crime, donc dans quelque chose d'assez réaliste, donc ancré dans le réel, ancré aussi dans un contexte sociopolitique qu'on va découvrir. Donc c'est assez différent de ce qu'il fait habituellement. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que cette série est apparue à un moment où il y a un vrai regain d'intérêt, voire une vraie passion de la part de certaines parties du public, donc pour tout ce qui est fait divers, donc true crime, beaucoup en plus dans tout ce qui est années 80-90, hein, il y a une espèce de nostalgie également de ce côté-là. On le voit, il y a beaucoup de séries sur Netflix en particulier qui sont des séries documentaires qui portent sur des faits divers euh, qui avaient été importants. Je pense à l'affaire, tout ce qui est autour de Ted Bundy. Il y a eu une mini-série sur l'affaire Grégory que vous avez traité aussi dans votre émission. Madeleine McCann, l'affaire John Bennett, Making a Murderer qui a beaucoup. Vous le savez, il y a toujours par mouvement, hein, vous avez eu un moment la nostalgie des années 60, puis 70, puis 80, donc on arrive aux années 90. C'est un petit peu logique parce que les gens qui avaient en gros la vingtaine à cette époque-là sont aujourd'hui ceux qui ont la quarantaine et qui ont peut-être une petite envie régressive d'aller retrouver cette période-là. Donc on est dans un mouvement, je dirais, toutes ces séries true crime qui combinent à la fois la régression et la transgression. La régression, c'est-à-dire le côté un peu nostalgie, Madeleine de Proust, on va retrouver les choses qui ont été importantes dans ces jeunes années. Et puis la transgression, cette espèce de fascination un peu morbide, hein, pour tout ce qui est crime de sang. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir avec cette affaire et cette série, c'est qu'on est au-delà du fait divers. Et finalement, cette série n'est pas tant sur un fait divers que sur un ou plutôt des faits de société. Un dernier mot quand même sur en tout cas ce qui est en amont de la. J'ai pas encore parlé du scénario, du pitch, mais j'y viens. C'est que c'est une série qui a eu énormément de succès aux États-Unis. Je suis pas convaincue qu'en France, ça a été forcément le cas parce que c'est une histoire, certains diront très américano-américaine, mais en tout cas, c'était un gros succès d'audience, gros succès critique également, hein. Ils ont eu énormément de prix, des Emmy Awards, des Golden Globes, dont celui de la meilleure mini-série. Donc, c'est vraiment une série qui a fonctionné, je dirais à juste titre, parce qu'elle a vraiment énormément de qualité. Est-ce que je passe peut-être quelques mots sur l'affaire elle-même et la série elle-même? Oui, Prisca, alors justement, j'allais poser la question. Est-ce que maintenant, Prisca, vous pourriez nous présenter peut-être, pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est cette affaire O.J. Simpson? Alors, cette affaire O.J. Simpson qui a été qualifiée beaucoup de procès du siècle et qui va vraiment être ce qui est mis en image dans la série, on va voir, c'est une affaire qui va combiner un nombre de traits frappants de la société américaine très important. Mais pour être juste très très factuel dans un premier temps, O.J. Simpson, qui était une superstar du football américain, une star de cinéma, enfin un personnage qui était extrêmement renommé dans la société américaine, hein, ça avait été une grande star du football dans les années 70, est accusé donc d'avoir assassiné, d'avoir commis un double meurtre sur la personne de son ex-femme et d'une autre personne qui est un ami de son ex-femme. Ils ont été tous les deux trouvés assassinés ensemble. Et donc c'est une figure extrêmement importante. Il faut imaginer
imaginer un équivalent quasi, je sais pas, de Zinedine Zidane ou quelqu'un comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui était extrêmement connu et aimé. On va voir après dans les détails comment en plus cette affaire va avoir très vite des aspects extrêmement outranciers à plein de niveaux, mais un aspect très important, c'est que O.J. Simpson est noir, les victimes sont blanches, et ça va servir bien évidemment de caisse de résonance pour un certain nombre de questions. À l'issue d'un procès fleuve qui va durer quasiment 9 mois, O.J. Simpson va être acquitté contre toute attente, puisqu'il y avait un amoncellement de preuves contre lui assez important, et vous allez avoir un verdict qui va complètement diviser l'Amérique sur des lignes raciales, puisqu'en gros, les Noirs américains seront en faveur de ce verdict d'acquittement, là où les Blancs américains vont être absolument outragés et choqués de cet acquittement. Alors, la série, en fait, traite de ce procès. Pourquoi ça a été un procès qui a été en plus regardé par toute l'Amérique, et nous donne des clés aujourd'hui pour comprendre à rebours aussi un certain nombre de choses qui se sont passées à l'époque. Quand on a vécu le procès à l'époque, selon qu'on était blanc ou noir, on n'a pas du tout vécu les choses, compris les faits de la même façon. S'en est résulté une espèce, on pourrait dire, c'est même pas un malentendu, c'est une absence de compréhension complète entre les deux camps qui ont vu se jouer deux histoires complètement différentes. Et donc, la série qui démarre au moment des meurtres, il n'y a pas de background, on nous raconte pas qui était O.J. Simpson, on nous parle pas des victimes quand elles étaient vivantes. Donc, il y a cet aspect qu'on trouverait dans une série true crime classique et passé sous silence. On va se concentrer vraiment sur l'affaire qui démarre après les meurtres. Donc cette série va nous permettre en fait d'avoir des clés pour comprendre justement qu'est-ce qui s'est joué, et je pense qu'une fois qu'on a fini la série, on comprend mieux pourquoi il y a eu ce double récit parallèle et qui ne se rencontrent jamais, et ça permet donc de comprendre un certain nombre de choses, et ça nous permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur l'Amérique d'aujourd'hui, puisqu'on va le voir, il y a un certain nombre de problèmes soulevés par l'affaire et par la série n'ont absolument pas été résolus aujourd'hui. Sinon, on n'en serait pas où on est en ce moment, où je pense que vous le savez, il y a des manifestations tous les jours, il y a des assassinats ou des bavures policières, je ne sais pas encore comment qualifier ça, des bavures policières contre des personnes afro-américaines tous les jours. La situation n'a pas vraiment évolué de ce point de vue-là. Alors oui, Prisca, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez là, et on va y revenir après dans l'étude plus thématique de la série, c'est ce qu'on cherche à faire dans l'histoire en série d'ailleurs, c'est de comprendre comment une série est à la fois le reflet d'une certaine époque et puis le reflet de la façon de vivre des gens de l'époque actuelle où on regarde. Alors peut-être avant d'aller plus loin, est-ce que ce serait possible, Prisca, que vous nous présentiez brièvement, un peu plus en détail, quels sont les grands personnages que l'on retrouve dans cette série qui vont permettre ensuite de mieux comprendre, quand on développera sur des aspects plus thématiques, votre point de vue sur cette série-là. Alors, ce qui est aussi intéressant donc dans cette série, on le voit à travers les personnages, c'est que finalement, on s'éloigne donc de la question du fait divers, puisque O.J. Simpson, qui pour le coup pourrait être le personnage principal, c'est lui qui donne son titre, c'est lui qui est au cœur de l'affaire. Le personnage d'O.J. Simpson n'est pas au final le protagoniste principal. La caméra suit plutôt le travail et des procureurs et des avocats. Je vais revenir à eux dans quelques minutes, mais on a quand même bien évidemment le personnage donc d'O.J. Simpson, donc, qui est le protagoniste principal, mais pas le personnage principal. Sans doute parce que les auteurs ne souhaitent pas non plus donner un avis sur sa culpabilité ou sa non-culpabilité. La série n'est pas là pour ni pour réhabiliter ni pour réhabiliter O.J. Simpson, ni pour aller chercher la vérité. C'est pas la vérité criminelle ou judiciaire, c'est pas le point du tout de la série. Et puis aussi parce que O.J. Simpson finalement est un personnage assez qui reste assez difficile à cerner.
O.J. Simpson en lui-même, avant d'être sur le O.J. Simpson de fiction, c'était au final quelqu'un qui, enfin, il est toujours vivant, hein, mais en tout cas à l'époque, c'était donc une superstar et quelqu'un qui, au final, avait un petit peu, on pourrait dire, transcendé sa race. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, finalement, quand vous êtes devenu aussi une superstar, vous n'êtes plus noir. Vous êtes devenu quelqu'un qui appartient à tout le monde. Et là, les blancs, tout à coup, ne voient plus que la personne est noire. O.J. Simpson, en plus, était quelqu'un qui a justement essayé de transcender ça. C'est évoqué d'ailleurs dans la série. Il n'est pas du tout impliqué dans la communauté noire. Il ne fait pas spécialement de renvoi d'ascenseur. On sait même a priori que c'était même quelqu'un qui faisait un petit peu tout pour être toujours finalement le seul noir à intégrer les plus hautes sphères et les plus hauts réseaux. Hein. C'est pas quelqu'un qui avait l'esprit communautaire. Et l'ironie de toute cette affaire, c'est que finalement, il va être rappelé malgré lui à sa couleur, puisque la question raciale va se cristalliser tout du long. Au final, il sera aussi paradoxalement sauvé par cette couleur et cette appartenance à une communauté que pourtant il a essayé de fuir, pardon, quasiment toute sa vie. Donc on voit ici dans la série décrit un personnage comme assez instable, parfois exubérant, parfois il est dans des dents de scie émotionnelles permanentes. Alors ça permet en tout cas à la caméra en tout cas au scénariste, pardon, de pas non plus se prononcer. Est-ce qu'il est dans cet état-là parce que c'est un innocent accusé à tort? Est-ce qu'il est dans cet état-là parce qu'il a commis un double meurtre? Ça ne nous le dit pas vraiment. Le comédien fait un travail assez fin. Il a ce côté un peu mystérieux, un peu inquiétant par moment. Donc, on n'arrive pas forcément à se prononcer sur ce personnage et c'est fait, je pense, de manière tout à fait, c'est tout à fait voulu hein, par les créateurs. Ensuite, vous avez globalement dans cette affaire deux camps qui s'affrontent. D'un côté, l'équipe du bureau du procureur qui poursuit O.J. Simpson et de l'autre, les avocats qui sont extrêmement hauts en couleur. Donc du côté de l'équipe du procureur, on a deux personnes principales. Le personnage de Marcia Clark, qui est quasiment la seule femme qui a un rôle important hein, dans toute cette affaire, qui est celle qui mène l'accusation, qui donc poursuit O.J. Simpson et qui va centraliser beaucoup hein, l'attention des médias, de l'opinion publique, avec beaucoup de sexisme à son encontre. On en reparlera tout à l'heure. Et la série, ici, par contre, procède réellement à quasiment une réhabilitation hein, du personnage de Marcia Clark, qui a donc vraiment vécu des moments extrêmement difficiles hein, au temps du procès. Et là, la série nous permet d'avoir vraiment un regard complètement neuf qu'on n'avait jamais eu sur cette femme, de lui donner une vraie consistance hein, et de voir que en effet, elle a été victime du sexisme des années 90 au point, enfin, à l'époque, on s'en était sans doute absolument pas rendu compte. Ensuite, à ses côtés, on a un jeune substitut du procureur qui s'appelle Christopher Darden, qui est le seul noir dans l'équipe du procureur qui est 100% blanche, donc qui est quelque part sans doute un petit peu choisi justement parce qu'il est noir et donc pour apporter, pour ne pas avoir, on imagine, un O.J. Simpson noir poursuivi par 100% une équipe blanche. C'est un personnage extrêmement intéressant, en particulier dans son opposition avec l'autre personnage phare de la série qui est Johnny Cochran, qui est l'avocat de O.J. Simpson, en tout cas un des avocats, puisqu'il a toute une équipe, toute une armada d'avocats. Mais Johnny Cochran, c'est un avocat noir qui est extrêmement connu et qui est une star du barreau à Los Angeles et qui a été beaucoup impliqué dans des procès de droit civique. Et dès le premier épisode, d'ailleurs, donc ces deux personnages, Christopher Darden, le substitut du procureur, et Johnny Cochran, donc l'avocat, qui sont donc les deux noirs des équipes, sont quelque part mis en opposition, ou en tout cas plutôt mis en miroir.
Je dis en miroir parce que au début, ils ont une relation de mentor-disciple. Johnny Cochrane, mentor, Darden plus jeune, disciple. Ils se respectent. Darden fait part de ses difficultés, de son ras-le-bol par rapport à certains aspects de son métier au bureau du procureur. Et cette relation va complètement évoluer pour aller vers une relation de plus en plus frontale. Et ça va être quelque chose qui est gardé par la série jusque d'ailleurs au dernier épisode où il y a une dernière confrontation entre les deux personnages. Alors c'est intéressant aussi cette confrontation entre ces deux personnages parce que plus largement, il rappelle historiquement des oppositions qu'on a souvent eues. Dans la communauté noire, entre des personnages qui avaient des approches différentes de comment le combat pour les droits civiques devait être mené. Fin 19e, par exemple, vous avez le personnage de Booker T. Washington, qui était donc un activiste, mais qui avait prôné ce qu'on appelle l'accommodement. C'est-à-dire que son point de vue, c'était de dire, en gros, l'Amérique est raciste, les Blancs sont racistes, il faut faire avec, donc c'est à nous, communauté afro-américaine, c'est à nous de montrer que nous sommes des citoyens modèles, des gens qui travaillons, qui sommes sérieux, etc. C'est à nous de faire avec, en fait, cette société. Et par effet de retour, nous récolterons les fruits de nos bons comportements. Et Booker T. Washington était complètement en opposition avec un autre personnage qui s'appelle W.E.B. Du Bois, qui lui avait une approche différente, et il fait partie des gens qui ont créé, ou en tout cas été dans les premiers à faire partie de la NAACP, qui est une société qui vise à aller dans les tribunaux pour obtenir des choses, et lui pensait à l'inverse que c'était quelque part une stratégie, je vais dire le gros mot, d'oncle Tom. Je pense que cette figure est assez connue. L'oncle Tom, c'est historiquement la figure de l'esclave qui s'est bien fait à sa situation et qui aime bien ses maîtres, etc. Et donc vous avez toujours un peu cette opposition entre celui qui veut changer les choses à l'intérieur du système, donc sans remettre en cause le système, et à l'inverse, celui qui veut aller frontalement battre le système. D'une autre manière, on retrouvera un petit peu cette opposition entre Martin Luther King et Malcolm X. Ce sont des oppositions un peu artificielles. Je pense que c'était bien évidemment des approches complémentaires, mais Martin Luther King, c'était quelqu'un qui était bien vu par les blancs, puisqu'il prônait la non-violence, c'était une figure religieuse, etc. Là où Malcolm X prenait des choses beaucoup plus frontales, beaucoup plus dans le conflit. Et on retrouve ça un petit peu puisque donc Cochrane, lui, c'est quelqu'un qui dit d'ailleurs que il a été dans le bureau du procureur, il est sorti de là parce qu'il s'est rendu compte que changer le système de l'intérieur, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Là où Darden, lui, est toujours dans cette approche-là, puisqu'il essaie de changer les choses de l'intérieur. Et vous avez un certain nombre de confrontations entre les deux, où donc Johnny Cochrane finalement accuse à demi-mot Christopher Darden d'être un oncle Tom, c'est-à-dire d'être à la botte du système blanc, en tout cas de servir le système blanc, et donc quelque part d'être un traître à sa communauté. Et ça, c'est assez violent. Ça, c'est pour les personnages principaux. Après, vous en avez quelques-uns qui sont un petit peu plus mineurs, mais qu'on peut citer. Vous avez un autre avocat qui s'appelle Robert Shapiro, qui est joué par d'ailleurs John Travolta, qui livre une prestation assez intéressante, qui est l'avocat des stars et des superstars. Il y a beaucoup d'ailleurs de name dropping surtout dans les premiers épisodes, c'est-à-dire où on cite des célébrités de l'époque, Michael Jackson, Marlon Brando, etc., pour montrer que tous ces gens-là, ces avocats, ce sont des superstars qui traitent avec des superstars. Et vous avez un dernier personnage qu'on peut citer aussi, qui est Robert Kardashian, qui est le meilleur ami de O.J. Simpson, dont le patronyme évoquera quelque chose donc aux audiences d'aujourd'hui, puisque c'était le papa du fameux, en tout cas des sœurs Kardashian fort connues des réseaux sociaux, et on peut dire de la pop culture actuelle. Et c'était donc le meilleur ami de O.J. Simpson. Il a un rôle
plutôt mineur, mais néanmoins, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est un personnage qui est en quelque sorte le compas moral de la série. C'est quelqu'un qui est un ami et va se comporter en ami tout du long, donc il va jamais lâcher son ami, et en même temps, on va le voir petit à petit s'effriter, s'écrouler au fur et à mesure que le doute va le ronger de plus en plus. Et donc, c'est un petit peu une caution morale ici parce que on a l'impression que les autres personnages ne sont pas forcément animés par la morale. Alors justement, Prisca, si on rentre maintenant dans une étude plus thématique de la série, il y a des choses très intéressantes, vous l'avez dit, qui permettent de comprendre à la fois la société américaine des années 90 et jusqu'à la société américaine actuelle. Donc il y a un vrai point de vue sociétal dans cette série. Alors j'aurais aimé, vous qui connaissez bien la civilisation américaine, que vous nous présentiez en premier point quelque chose qui, à l'époque en tout cas, peut-être moins aujourd'hui avec les chaînes de, on va dire, d'information en continu, mais à l'époque en tout cas, c'est un vrai phénomène américain. J'aimerais que vous nous parliez de cette frénésie qu'il y a médiatique autour de ce procès. Alors ça, c'est le premier point qui avait marqué à l'époque. Hein. C'est que c'est un procès qui va être en effet, qui va créer, je crois qu'on peut dire le mot, un cirque médiatique absolument, complètement sans précédent. On n'a jamais vécu un truc pareil. Vous dites qu'effectivement, c'est très différent de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est abreuvé entre les réseaux sociaux, les chaînes info, on continue, il y en a des tonnes. Mais quelque part, cette affaire vient poser les premiers jalons de ce système-là. C'est en ça que je trouve ça aussi intéressant. C'est un petit peu annonciateur de ce qu'on a appelé au début l'infotainment, c'est-à-dire le début de ce mélange d'information, divertissement. Ça annonce aussi un petit peu la télé-réalité. Le flux d'informations H24. On a absolument tous les médias américains qui vont se jeter sur cette affaire, et un peu comme la misère sur le monde hein, d'ailleurs, et y compris sur cette affaire, mais tous les personnages qui sont liés de près, de loin, de façon connexe ou indirecte avec les protagonistes vont se retrouver sous les feux des projecteurs, même s'ils sont des personnages relativement mineurs. Alors ça, c'est très bien montré dans la série. Il y a beaucoup d'extraits. Alors, quelques mélanges. Il y a en particulier tout ce qui est passage chez Larry King. C'est assez amusant parce que Larry King, qui a une émission sur CNN depuis très longtemps, donc a bien reçu hein, tous les personnages qui sont montrés dans la série, il les a bien reçus, mais donc là c'est le vrai Larry King qui joue son propre rôle, affublé d'une perruque d'ailleurs pour essayer de le rajeunir un petit peu. Donc tous les personnages, comme je disais, qui ont été de près ou de loin liés à cette affaire quasiment, ont écrit à un moment donné un bouquin pour se faire de l'argent dessus. Donc c'est une histoire qui est devenue aussi une histoire de gros sous, un peu une vache à lait. Ça faisait vendre du papier, ça faisait de l'audience, ça faisait vendre de la publicité. Ça intéressait tout le monde, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Tout le monde était pendu à cette affaire et ça c'est extrêmement bien rendu dans la série, qui montre aussi d'ailleurs de manière un petit peu plus subtile. En tout cas, quand on n'est pas, quand on connaît pas extrêmement bien l'affaire, on repère pas forcément que tous les personnages sont des personnages réels. Il y a le personnage de Dominic Dunn qui était un écrivain et qui a écrit aussi donc un livre sur cette affaire. Et on le voit dans la série, dans des dîners en ville avec la très haute société, venir raconter un petit peu les gossips, les rumeurs, les petites infos croustillantes, et les gens n'en perdent pas une miette. Donc c'est vraiment quelque chose qui a déchaîné les passions, la curiosité morbide également de la part d'une grande partie de l'Amérique. Alors ça démarre comme ça dès le départ. On le voit aussi dès le deuxième épisode, que tout de suite, vous avez des badauds qui se précipitent, vous avez des télévisions qui sont partout. Mais ça prend en tout cas cette ampleur absolument délirante dans ce qu'on a appelé la fameuse poursuite en bronco et qui est qui fait l'objet du deuxième épisode, si je ne m'abuse, puisque chaque épisode, ça je ne l'ai pas dit, il y a 10 épisodes et chaque épisode en fait suit bien évidemment chronologiquement l'affaire, mais
à un angle un petit peu différent. Donc le deuxième épisode est sur cette fameuse poursuite en bronco. Qu'est-ce que c'est que la poursuite en bronco? En fait, quand O.J. Simpson devait se rendre à la police pour être arrêté, donc ça a été déjà un privilège qui lui a été accordé de par son statut de star, c'est-à-dire qu'il n'a pas été arrêté, on lui a proposé de se rendre, et au lieu de se rendre, il s'est enfui. Il s'est enfui dans sa Ford Bronco avec un ami, et cette poursuite a été filmée par les hélicoptères de la télévision, et c'était une poursuite complètement surréaliste puisque on a vidé l'autoroute pour qu'il puisse, en tout cas, continuer pour que la police puisse le poursuivre. Et c'était les images transmises par la télévision, et c'est ce qu'on voit dans la série, c'est une autoroute vide avec 7 voitures poursuivies par des voitures de police, mais le tout à 45 km/h. Donc, une poursuite au ralenti, absolument surréaliste, et tous les Américains à ce moment-là ont regardé cette poursuite. Beaucoup se souviennent de ce qu'il faisait. Ils regardaient la finale de la NBA, ça a été retransmis, les chaînes de télévision, puisqu'encore une fois, il y avait très peu de chaînes info, il y avait CNN, mais tout ce qu'il y avait, c'était sur le câble, tout le monde ne l'avait pas, mais toutes les autres chaînes ont interrompu leur programme pour diffuser pour diffuser la poursuite, ou alors ont mis une incrustation dans un coin de l'écran pour diffuser la poursuite, et c'était proprement surréaliste, puisque vous aviez en gros la superstar O.J. Simpson, accusée ou suspectée du meurtre de son ex-femme, poursuivie par la police de Los Angeles, le tout en direct à la télévision. Et c'était c'est un moment, c'est-à-dire surréaliste dans le sens où on voudrait l'écrire, on n'y croirait pas. Et ça a eu lieu. Et c'est aussi le début d'une affaire donc complètement hors de toute mesure, hors de toute rationalité, où donc des choses un petit peu insensées se sont passées du début à la fin. Les tabloïds aussi, la presse de caniveau a pu vraiment titrer quasiment pendant un an non-stop sur cette affaire. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement comment dire, qui a pour moi ouvert la voie à un certain nombre de choses, puisque aujourd'hui, cette sensationnalisation de l'information, c'est permanent. Les incrustations dans les écrans pour nous faire part de telle chose, telle nouvelle, etc., c'est en permanence. Le fait que dès qu'on est connu pour une raison X ou Y, on a les 15 minutes of fame de Andy Warhol, on les a, vous allez être interviewé par tout le monde, vous pouvez écrire des bouquins, vous ouvrez un compte sur les réseaux sociaux, etc. C'est partout, c'est constant. Et ça, pour moi, ça démarre en quelque sorte avec cette affaire O.J. Simpson. Vous avez aussi d'ailleurs, la série fait un choix, bon, si on veut dire qu'il y a un clin d'œil, de faire quelques petites séquences au début avec les filles de Robert Kardashian, donc les futures stars Kardashian. Et donc, on peut voir ces petits clins d'œil de façon double. Ça peut être un moyen d'accrocher le spectateur jeune qui, lui, ne connaît pas, n'a pas connu cette affaire, n'a pas connu cette histoire. Par contre, est familier du clan des Kardashians, peut-être regarde leurs émissions de télé-réalité, etc. Donc, il y a un clin d'œil parce qu'on les montre quand elles sont petites. Mais en même temps, je pense qu'il y a un choix aussi de montrer qu'il y a une parenté quelque part entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui est aujourd'hui notre présent, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes qui sont devenues des superstars. On ne sait pas trop pour quel talent, juste parce qu'elles ont ce talent de se mettre en scène en permanence. Et cette mise en scène de l'information, mais parfois cette mise en scène aussi du rien, elle commence justement à se mettre en place à ce moment-là. Donc c'est pas forcément un hasard aussi s'il y a ces petites scènes où on voit les filles Kardashian, et d'ailleurs leur père essaie de leur faire la leçon sur le fait que la célébrité, ça sert à rien. La célébrité, c'est pas important. C'est pas ça qui fait de vous ce que vous êtes. Donc c'est peut-être pas forcément extrêmement subtil comme message, mais je pense que il y a la volonté aussi d'établir cette parenté entre ce qui à l'époque était un cirque invraisemblable. Je n'ai pas précisé, mais c'était aussi, bien évidemment, le procès était diffusé à la télévision. Il y avait une chaîne spécifique, Court TV,
diffusait les procès. Donc, c'était diffusé à la télévision et les gens ont pu voir aussi tous les jours, que ce soit les témoignages, parfois très longs, les plaidoiries, etc. Tout ça a été donné en pâture au public. Donc, ça, ces choses qui se mettent en place là, pour moi, c'est un petit peu... il y a une parenté avec, bien évidemment, ce qu'on a aujourd'hui, cette info sensationnelle en permanence, H24, 7 jours sur 7, qui ne s'arrête jamais. Alors, justement, par rapport à ça aussi, Prisca, ce qui est intéressant, c'est dans cette série, d'appréhender le système judiciaire américain qui est différent du nôtre, de par son fonctionnement, mais c'est une série qui montre bien les arcanes de ce fonctionnement particulier. Alors oui, c'est vrai que évidemment, c'est un film de tribunal, hein, même si le procès lui-même ou les audiences préliminaires doivent démarrer au 3e épisode, je pense, mais c'est clairement un film du tribunal. Donc si on n'aime pas les séries de prétoire, il faut passer son chemin parce que la plupart des scènes vont avoir lieu dans un tribunal. Donc ça nous montre aussi comment fonctionne justement alors un procès qui est très exceptionnel par son envergure, par la stature de l'accusé, mais où il y a des choses assez, qui sont communes à tous les procès. À savoir que là, on voit que le procès a lieu très rapidement après les faits. Hein. En France, nous, on a un système d'instruction par un juge d'instruction indépendant qui peut durer très longtemps. Là, il n'y a pas du tout ce système-là. Le procès démarre quasiment dans l'année qui suit les meurtres, donc ça se passe très vite, parce que vous avez vraiment deux camps qui s'opposent, donc la défense et le bureau du procureur qui poursuit et qui a en fait charge la charge de la preuve doit être faite par l'accusation. C'est-à-dire que dans le système américain, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité donc du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Hein, c'est la formulation qui est utilisée. Donc le travail de la défense va consister à créer ce doute raisonnable pour acquitter. La défense n'a pas besoin de prouver l'innocence. Elle a juste besoin de montrer qu'il y a un doute raisonnable. Et c'est ce qui va être fait, bien évidemment, par l'équipe des avocats. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que dans le droit américain, vous avez un concept qui s'appelle le double jeopardy, qui est dans le 5e amendement et qui dit que quelqu'un ne peut pas être poursuivi 2 fois pour le même crime. Ça veut dire que ça crée aussi une pression pour l'accusation. Donc non seulement donc elle doit réussir à prouver la culpabilité, mais quelque part elle n'a qu'un coup pour prouver cette culpabilité. C'est-à-dire que si O.J. Simpson est acquitté, ce qui sera le cas, il est acquitté pour toujours. Il ne pourra jamais être rejugé pour ce double meurtre, même si des nouvelles preuves ou des nouveaux témoignages venaient à arriver, c'est fini. Ils doivent prouver, et ils n'ont que ce procès-là pour prouver la culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable, de O.J. Simpson. Ils doivent le prouver en convainquant 12 jurés. Ça, c'est un point qui est vraiment intéressant et important dans la série. C'est la composition de ce jury, qui est composé donc de 12 jurés et de 12 suppléants, et qui va aussi cristalliser bien des choses. On voit qu'il y a tout un travail fait sur la sélection du jury. Ça doit être dans le 3e épisode, il me semble. Il faut savoir que c'est des centaines de personnes qui sont convoquées. Chacun doit répondre à un questionnaire. Je crois à l'époque c'était un questionnaire de 75 pages. Il y a un processus qui a duré quasiment 1 mois pour les sélectionner. C'est vu de manière très accélérée dans la série, mais on voit que là aussi on est dans une espèce de stratégie, c'est-à-dire que chaque camp essaye d'éliminer des jurés qui risquent de ne pas être favorables à leur vision des choses. Pour les jurés, ça va être aussi quelque chose de très dur, ce procès, parce qu'il va durer quasiment 9 mois. Et ils vont être mis à l'isolement pendant tous ces mois, à l'isolement dans un hôtel où ils n'ont pas le droit de se parler, ils ont quasiment aucun contact avec leur famille, ils n'ont pas le droit de regarder la télévision, ils n'ont pas le droit de lire les journaux. En fait, ils ne doivent pas être influencés par le monde extérieur. Donc, ils doivent rester dans une espèce de bulle et ça va être très dur pour eux. Et l'épisode 8 choisit justement cet angle-là, choisit de voir un petit peu, cette fois-ci, de mettre le projecteur sur les jurés
qui étaient avant l'épisode 8 des figures silencieuses en arrière-plan. Donc l'épisode 8 met le projecteur sur eux, sur comment ils vivent les choses, les divisions à l'intérieur du jury qui sont aussi des divisions sur des lignes raciales. Et on voit aussi les difficultés pour eux d'être isolés pendant aussi longtemps. Il y en a qui craquent, ils sont à bout de nerfs. Donc ça a été quelque chose de très très exceptionnel. Enfin, je vais faire un dernier point, c'est que ce qui a été exceptionnel, bien évidemment, dans ce procès, c'est que on avait affaire à une superstar qui a donc pu acheter une défense d'une qualité exceptionnelle. Donc on voit tout de suite qu'il a plusieurs avocats, c'est une équipe d'avocats qui ont chacun aussi d'autres avocats pour les aider, ils ont des enquêteurs, donc il y a énormément d'argent qui est mis pour la défense de cette personne. Et le bureau du procureur n'a même pas autant de moyens pour assurer à l'inverse les poursuites. Donc ce qu'on voit aussi dans ce procès, c'est que c'est une défense que seul l'argent peut acheter. Et qu'il y a la question raciale, on va y venir du coup tout de suite, mais il y a bien évidemment la question de l'argent. C'est-à-dire que si O.J. Simpson avait été un individu lambda, s'il avait été un noir lambda, ou même sans doute s'il avait été un blanc lambda, il n'en aurait jamais été acquitté parce que c'est l'argent qui a payé cette défense absolument exceptionnelle, ces avocats qui ont pu passer un temps insensé à monter des théories, à aller chercher, on va le voir, des cassettes qui vont complètement décrédibiliser un des témoins clés. Donc, c'est l'argent qui lui permet de s'en sortir aussi, parce que malheureusement, ce système judiciaire, alors on le sait, c'est un système judiciaire, le système judiciaire américain a beaucoup de biais racistes, mais il y a aussi beaucoup de biais de classe, parce que selon qu'on a un avocat commis d'office ou selon qu'on a ici une équipe composée des meilleurs avocats de Los Angeles, on n'a pas du tout le même procès. Alors justement, Prisca, vous avez évoqué à l'instant, ça allait être ma prochaine question, ce qu'on voit bien dans cette série, ce que l'on peut bien appréhender, c'est le phénomène racial aux États-Unis. Alors c'est un écho certes avec l'actualité récente de ce mois de juin 2020, mais on voit très bien, et vous avez rappelé cet historique depuis le 19e siècle, depuis l'abolition de l'esclavage et tous les combats du 20e siècle pour notamment que les Noirs américains aient des droits, on voit très bien que malgré l'obtention des droits dans les années 70, dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, il y a ces combats qui continuent. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment cette série appréhende tout cela? Alors, c'est assez... la question, elle est mise de suite sur le tapis, puisque la série démarre comme un pré-générique, si vous voulez, par les images d'archives qui sont celle de Rodney King. Alors là, il faut faire un petit point aussi. Donc, pour cette histoire aussi des Noirs américains en Amérique, mais ici particulièrement à Los Angeles, puisque ça se passe à Los Angeles, et c'est vrai qu'il y a aussi une étude de Los Angeles dans la série qui est intéressante, mais je n'ai pas forcément le temps d'aller là-dessus. C'est que Los Angeles, dans les années 90, est marqué par le passage à tabac de Rodney King et les émeutes qui ont suivi. Très rapidement, en 1991, je crois, Rodney King est un automobiliste qui est arrêté par la police pour excès de vitesse. Les policiers qui l'arrêtent vont le battre à coups de barre de fer, quelque chose d'assez violent. Et quelque chose qui, bon, on le voit aujourd'hui, ces violences policières sur des automobilistes noirs, on en a encore quasiment tous les jours, et c'est quelque chose en plus d'historiquement ancré. Les émeutes de Watts en 65, elles démarrent encore pour une histoire d'automobilistes arrêtés par un policier blanc. Vous avez d'ailleurs dans la série Johnny Cochran qui évoque une de ses premières affaires où là aussi il s'agissait d'un homme noir en 66 arrêté par la police, tué par la police alors qu'il emmenait sa femme à coucher à l'hôpital. Ces histoires-là, il y en a pléthore, il y en a en permanence, et il y en a y compris à Los Angeles où on pourrait se dire on n'est pas dans le sud esclavagiste, pourtant Los Angeles c'est différent, mais vous avez toujours eu cette tension, en tout cas, entre donc
les Afro-Américains donc de Los Angeles et la police, donc la LAPD, Los Angeles Police Department, qui est extrêmement mis en accusation en fait dans toute la série et dans toute l'histoire. Alors, je reviens justement mis en accusation, donc pas de chance pour le LAPD ce jour-là de 1991. Un passant ou un voisin, je ne sais plus, filme toute la scène, donc du passage à tabac au caméscope. Et cette cassette va fuiter dans tous les médias, et donc toute l'Amérique va découvrir cette histoire et qui est extrêmement, extrêmement violente et bien évidemment rappelle à tout un tas de souvenirs pas du tout heureux de l'histoire américaine. Et là où ça va sombrer dans encore autre chose, c'est que les policiers mis en accusation donc pour cette violence vont être acquittés par un tribunal 100% blanc en 1992. Et à l'énoncé donc du verdict d'acquittement, vous avez des émeutes qui vont démarrer à Los Angeles. Des émeutes très importantes qui vont durer quasiment, je crois, 6 jours, qui vont un peu traumatiser l'Amérique parce que là encore, vous aviez les hélicoptères de la télévision qui pouvaient tout filmer. Donc vous avez 6 jours d'émeutes, plus de 60 morts, plus de 2000 blessés, plus de 10 000 arrestations, et en plus avec des violences interethniques entre les Afro-Américains et les Coréens américains. Donc vous avez un petit peu une espèce de concentré en fait de toute la violence qui était sous-jacente, qui était mise sous un couvercle depuis des années, qui explose d'un coup. Et donc cette histoire donc d'O.J. Simpson, elle a lieu à ce moment-là, enfin elle a lieu 2 ans à ce moment-là, les émeutes de 92, les meurtres ont lieu en 94. Et la série ne s'y trompe pas, puisque donc elle démarre par ça. On démarre par les plans, donc cette espèce d'image au caméscope de mauvaise qualité, mais que en tout cas toute personne qui était suffisamment âgée à cette époque-là reconnaît en une seconde. En une seconde, on sait que c'est Rodney King en train de se faire tabasser. Et après, il y a un montage où on voit les acquittements, où on a des images d'archives, où on voit des images d'émeutes. Donc ça démarre par ça. Donc en démarrant par ça, clairement, les créateurs nous passent le message que c'est pas que l'histoire de Jay Simpson. C'est aussi l'histoire des Noirs américains qui sont constamment arrêtés, humiliés, battus, voire parfois assassinés par la police, et en particulier la police de Los Angeles. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Ici, ça n'a rien à voir, puisque on est donc déjà O.J. Simpson, il est très riche et très puissant. C'est quelqu'un qui était connu pour avoir battu sa femme à maintes reprises, donc on est plutôt dans une affaire un peu malheureusement, tristement typique de violence domestique qui a dégénéré au-delà du point de non-retour. Ça n'a aucun rapport avec une histoire de violence de la police de Los Angeles. Eh bien, le rapport, il est par le fait que le jury va lui vivre aussi cette affaire en ayant ces histoires-là dans la tête. Et le jury était composé, je crois, si je ne m'abuse, il y avait 9 noirs sur 12 dans le jury, si je ne me trompe pas. Le public, l'opinion publique qui regarde cette affaire est également en train de la regarder en ayant en souvenir, en mémoire en tout cas, pardon, tous ces événements. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que les avocats vont décider à un moment donné d'une stratégie. Et ça, c'est dans le 5e épisode qui s'appelle The Race Card, la carte raciale, qui est d'ailleurs réalisé par John Singleton, qui est un réalisateur noir américain qui est assez connu. En particulier, il avait fait Boys in the Hood dans les années 90, justement. Donc, la défense va décider d'aller chercher une stratégie qui va être d'utiliser le fait que la police de Los Angeles a une extrêmement mauvaise image dans la communauté noire pour aller instiller ce fameux doute raisonnable. Et s'il y avait une machination? Et si les policiers avaient planté des preuves? Et si le sang avait été mis là par les policiers? Pourquoi? Parce qu'ils sont racistes. Pourquoi ils sont racistes? D'une part, parce que ça fait depuis toujours qu'ils sont racistes. On l'a vu avec Rodney King et on l'a vu avec des tas et des tas d'autres histoires. Et ensuite, parce qu'en plus, il va y avoir donc un témoin clé qui est le policier qui a fait les grosses découvertes. Eh bien, ce policier-là, justement, il est raciste et ils vont pouvoir le prouver
parce qu'ils vont découvrir des enregistrements que ce monsieur avait fait dans un cadre qui n'avait rien à voir, où il utilise ce qu'on appelle le N-word, le mot en N. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin, hein, ce terme extrêmement péjoratif et insultant pour parler des personnes noires. Donc sur ces enregistrements, il utilise ce mot en N à répétition. Et à partir du moment où la défense peut prouver que le policier en charge de l'affaire est extrêmement raciste en plus, est extrêmement raciste, que vous avez une police de Los Angeles qui a ce passif également de racisme et de constamment essayer de jeter le discrédit sur une partie de la communauté afro-américaine. À partir du moment où on crée ce doute, on peut renverser les choses. Et je précise également qu'il y a un point qui est intéressant, c'est sur ce mot en N. C'est un mot qui est qui est complètement tabou depuis longtemps. On ne peut pas l'utiliser, plus personne ne doit l'utiliser. Et à la télévision, il est absolument interdit. Et par exemple, je pense il y a une série qui s'appelle Blackish, qui est une comédie qui avait démarré il y a quelques années, qui a fait un épisode sur le N-word, donc le mot en N, il est bipé tout du long de l'épisode. Là, les créateurs et les réalisateurs, je précise les réalisateurs qui en plus sont des réalisateurs noirs pour la plupart, hein, vous avez John Singleton et vous en avez un autre qui a réalisé 5 épisodes, décident d'utiliser ce mot. Il est dit, et il est dit en plus dans la bouche d'un acteur blanc. Ce qui à l'époque avait quand même aussi causé pas mal de remous, parce que normalement ce mot il était interdit. Et là, le mot il est utilisé, et il est utilisé pour choquer. Il n'est pas bipé. Hein. La série fait ce choix d'être dans la véracité. Il avait été prononcé au tribunal, il sera prononcé dans la série. Alors, l'ironie derrière tout ça, donc quelque part, puisque le procès va se jouer sur une question, sur la question raciale et sur la question du racisme de la police américaine, la police de Los Angeles, c'est que O.J. Simpson, comme je l'avais dit précédemment, il a essayé une bonne partie de sa vie de fuir sa blackness, c'est-à-dire son appartenance à la communauté noire. Alors, il y a une scène dans la série où on le voit qui dit, quand les avocats lui proposent ces stratégies, il dit « I'm not black, I'm O.J. » Je ne suis pas noir, je suis O.J. Donc, il pense en tout cas être devenu une figure qui n'a plus de couleur. Il est au-delà de ça. C'est une idée qui est d'ailleurs qui est rejouée dans une autre scène où vous avez le procureur qui discute avec des voisins, avec ses voisins noirs, et qui dit que O.J. Simpson n'est pas noir, il est devenu blanc. Il le dit textuellement, et vous avez le voisin qui rit en disant oui, enfin il est devenu blanc et puis il est redevenu noir le jour où la police s'est mise à lui courir après. Donc on voit bien que cette histoire-là aussi, elle est assez centrale. Et un dernier point, une dernière anecdote là-dessus qui est montrée toujours dans l'épisode 5, qui est centré sur cette question raciale, c'est que l'équipe de la défense va décider de reconstruire le personnage de O.J. Simpson comme étant un personnage qui est ancré dans sa communauté, à l'aune en fait d'un moment particulier. Le jury va visiter la maison de O.J. Simpson en fait, et on se rend compte que, quand l'équipe de défense arrive dans la maison, il se rend compte que c'est une maison qui n'évoque que la haute société blanche. Il y a que des photos de ses amis golfeurs blancs, il y a des photos de femmes blanches, etc. Et donc, il décide, de manière pas très légale d'ailleurs, avec son équipe, de redécorer toute la maison pour lui redonner en quelque sorte de la blackness. Donc, il va enlever tous ces trucs-là, il va mettre à la place des photos d'amis noirs, il va mettre de l'art africain, tout ça pour projeter en fait une certaine image, pour projeter l'image d'un O.J. Simpson qui est en phase avec sa communauté. Et
Le point pour moi le plus intéressant, c'est qu'on le voit placer de manière centrale dans la maison une peinture qui est très célèbre, qui est une peinture de Norman Rockwell, qui s'appelle The Problem We All Live With, et qui, le problème avec lequel nous vivons tous, qui était une peinture qui a été faite dans les années 60 et qui parle de la question de la déségrégation, puisqu'on voit, ça représente en fait une petite fille de 6 ans qui a réellement existé, hein, entourée par des membres des forces de l'ordre, qui va sur le chemin de l'école sous les quolibets et les injures racistes. Donc c'est une peinture extrêmement célèbre, hein, et qui représente en fait tout, en tout cas la déségrégation, le mouvement pour les droits civiques. Donc le fait que cette peinture soit mise là, c'est pas anodin non plus. L'idée c'est de projeter toute une image, de changer en fait les représentations que les jurés peuvent avoir d'O.J. Simpson, et de jouer en tout cas cette carte là, cette carte de O.J. Simpson noir poursuivi par une police raciste, donc au cœur de la stratégie de défense. Alors peut-être pour terminer, il y a aussi un autre aspect que vous avez un tout petit peu évoqué en parlant de la substitut du procureur, c'est les aspects de genre dans la série, avec l'idée d'un certain sexisme, puisque effectivement dans cette série, il y a très peu de femmes, ou en tout cas des femmes, c'est peut-être la femme d'O.J. qui est victime, on voit très peu de rôles féminins très positifs, à part encore une fois la substitut. Alors, encore une fois, la victime, c'est quand même c'est la grande absente de la série. Quelque part, tristement, les victimes ont été aussi les grands absents du procès. C'est-à-dire, le père d'une des victimes dit que son fils est devenu comme une note de bas de page au procès de son propre meurtre. Et un premier point, avant d'en arriver à la substitut, c'est que on voit bien que ça, c'est bien rendu par la série. On est dans les années 90, à des années-lumière de MeToo, hein, par exemple. Donc, cette histoire de, quand même, comme je disais, tristement classique, de violence domestique, avec un mari qui a été coupable, hein, de violence sur sa femme à des tonnes de reprises. Hein. On voit bien qu'il s'en est toujours sorti. Est-ce que parce qu'il était célèbre, mais aussi parce qu'on s'en fichait un petit peu des violences faites aux femmes, on ne sait pas trop, mais on voit bien que ça aurait dû avoir une place centrale et ça n'en a pas du tout. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas plus d'accent mis sur cette question-là, alors qu'on a des enregistrements de la victime criant à l'aide, terrifiée par son mari, etc. C'est finalement pas un angle qui va, j'ai envie de dire, qui va prendre, qui va accrocher. Que ce soit, les gens ne vont pas tellement s'intéresser à cette question-là. Ils vont s'intéresser donc à la question de la star, ils vont s'intéresser donc à la question raciale, mais ils vont pas s'intéresser à la question de la violence faite aux femmes, parce que sans doute on est dans une époque où cette question-là n'est pas ce qui retient l'attention des gens, parce que dans les années 90, on est dans une période qui est difficile malgré tout pour les femmes et pour le féminisme. Et donc ça, on le voit bien à travers le personnage donc de Marcia Clark. Pour remettre encore une fois un petit peu en contexte, quand je disais c'est que les années 90, c'est pas une période très facile pour les femmes, on pourrait croire que si, en tout cas à l'époque, on croyait que si, les années 90, c'est une période où on disait mais voilà, ça y est, les femmes, elles ont tout obtenu, le féminisme, il a fonctionné, les femmes, elles font carrière, les femmes, elles ont tout. Et ça, c'est une façade, bien évidemment. Dans les années 90, le mot féminisme, c'était vraiment un gros mot, hein. C'était très mal vu d'être féministe. Vous avez d'ailleurs Susan Faludi qui écrit un bouquin en 91 qui s'appelle Backlash et qui montre bien que contre toutes les apparences, il y a eu un retour, hein, des mécanismes sexistes dans les années 80 qui s'est fait de façon quand même assez forte. Et Marcia Clark, justement, elle représente bien tout ça, à une époque aussi d'ailleurs où la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, qui est également une figure de femme qui cristallise un nombre de haine, de ressentiments au-delà de leur reprocher, je parle de Marcia Clark et d'Hillary Clinton, d'être des femmes qui font carrière, d'être des femmes qui ne sont donc pas maternelles, d'être des femmes qui sont mal fagotées, qui sont mal coiffées, qui sont pas jolies. Ça semble absolument insensé. Et Marcia Clark, à l'époque, a vécu tout ça. Elle a été traînée dans la boue par les médias quasiment en permanence
Et ça, la série le rend très bien aussi. En particulier, donc, dans l'épisode 6, qui s'intitule Marcia, 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 qui est réalisé par Ryan Murphy, et qui vient montrer cette violence qu'elle a pu subir. On se moque d'elle pour sa coiffure. Ça semble absolument irréel, hein. Ça semble absolument invraisemblable, au-delà de toute proportion. On a là quelqu'un qui fait son métier dans une affaire extrêmement difficile, et tout ce dont les journalistes ont envie de parler, c'est du fait qu'elle a raté sa permanente. On pourrait croire que la série en rajoute, que la série n'est pas un reflet de la réalité, mais si, elle est un reflet de la réalité. Vous aviez les journaux qui titraient sur sa nouvelle coiffure ratée. Or, ce que montre bien en revanche la série, qui vient donner une vraie épaisseur au personnage de Marcia Clark, comme je disais, c'est quasiment une réhabilitation qui est faite de Marcia Clark, c'est qu'on voit que c'est une femme à l'époque, en plus, qui, en même temps qu'elle doit gérer le procès du siècle, est en plein divorce. Elle a 2 enfants relativement en bas âge, dont elle s'occupe tant bien que mal, parce qu'elle travaille en permanence. Et ça, c'était quelque chose que le public ne savait pas à l'époque. On ne connaissait rien ou en tout cas n'avait pas envie de connaître ça, sauf quand l'ex-mari venait se répandre dans les médias pour dire du mal d'elle. Il a même fait fuiter des photos d'elle dénudée. Donc, elle a vraiment subi des choses très difficiles. Et ça, c'est bien montré par la série. Là, c'est vraiment, autant je vous disais, finalement, on voit que la violence raciste, elle a malheureusement peu évolué aux États-Unis. Mais en revanche, le rapport qu'on a, Dieu merci, à la représentation des femmes a quand même énormément évolué. Et là, on voit un gros décalage, c'est-à-dire que quand on voit tout ce que subit Marcia Clark dans le procès, on se dit qu'aujourd'hui, ce sont pas des choses qui pourraient passer. Non seulement il y a eu MeToo, mais il y a eu, Dieu merci, et là c'est le côté positif des réseaux sociaux, il y a eu de plus en plus de gens pour venir pointer du doigt que mais ça va pas d'aller chercher que ce soit une femme d'État ou quelqu'un qui est professionnel sur ses vêtements ou sur sa coiffure. C'est complètement ridicule. Mais à l'époque, c'est ce qu'elle avait dû subir, et ça avait été particulièrement difficile. Et cet épisode est particulièrement difficile à regarder, je trouve, en tout cas pour une spectatrice. On la voit s'effondrer, hein, par toute cette violence qui est dirigée contre elle de manière complètement arbitraire et absolument infondée. Bien, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Prisca? Qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement sur cette série-là? Juste pour conclure vraiment très, très rapidement, ce qui est intéressant pour moi dans cette série, c'est qu'elle permet de comprendre ce qu'on n'avait pas forcément compris à l'époque. Comme je l'avais dit, pourquoi les Noirs et les Blancs ont eu des visions diamétralement opposées de ce qui s'était passé. Et la série nous l'apporte aussi en tout dernier lieu. Il y a une courte séquence où on voit à la télévision Bill Clinton, donc ça c'est des images d'archives, Bill Clinton qui commente le verdict en pointant justement cette question-là, en montrant que les Noirs et les Blancs sont pris dans un système de narration tellement opposé qu'ils ne comprennent pas les choses de la même façon, et qu'il va falloir qu'on ait une conversation, que les Américains aient une conversation sur ce sujet pour régler les choses. Et ce qu'on voit justement aujourd'hui, 25 ans après, c'est que cette conversation, elle n'a jamais eu lieu. Et c'est pour ça aussi qu'on en est sans doute au point où nous sommes actuellement. Bien, Prisca Perani, merci pour l'évocation de cette série qui rentre véritablement en résonance avec les événements actuels, vous l'avez montré, qui montre aussi qu'il y a des évolutions de la société, notamment américaine, au niveau de l'image des femmes. Donc, on a parlé dans l'épisode numéro 32 d'Histoire en série de The People vs O.J. Simpson, pour l'instant, le début, en tout cas, de série qui s'appellerait American Crime Story. Voilà, Prisca, merci beaucoup. Donc, vous laissez une petite bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sera disponible sur le site, comme d'habitude, de notre partenaire nonfiction.fr. Prisca, merci et à bientôt, Merci. J'espère. Au revoir. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.